L'Econocast est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Econocast. On se retrouve après une longue absence pour un 7e épisode avec mon ami expert en finance et économie, Mickaël Vincent. Salut Mickaël. Salut Faskil et bonjour à toutes et à tous. Alors on rappelle en vitesse, le concept du podcast, c'est de vous redonner un petit peu les bases en économie et en finance pour que vous soyez à même de mieux comprendre l'actu, ou en tout cas les moments où on en parle dans l'actualité. On a fait un petit peu le tour de choses basiques, j'ai envie de dire, pour moi en tout cas, comme la bourse, l'inflation, ce genre de choses dans les épisodes précédents. Et on va s'attaquer cette fois-ci à la finance verte, mais avant tout, Mickaël, tu avais un petit cadeau à faire à nos abonnés. Bah oui, c'est l'actualité de la rentrée. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de publier mon deuxième ouvrage. Les fidèles du podcast s'en souviennent peut-être lors de l'épisode 2 sur la dette publique. J'avais évoqué dans les ressources à venir le fait que j'écrivais un bouquin sur le sujet. Et ben, il est sorti ce bouquin, le bien nommé La dette est-elle une solution pour la crise planétaire? Et donc, mon éditeur m'a lâché quelques exemplaires, comme c'est de coutume quand on écrit des bouquins. Et donc, ce que je proposais avec ta bienveillance, c'était d'en faire gagner quelques-uns aux auditrices et aux auditeurs. Voilà, donc on va réserver ça à nos abonnés Patreon dans un premier temps. Les 5 premiers à se manifester dans les commentaires pour nous dire « je veux un bouquin », eh ben on s'arrangera avec eux pour leur envoyer un exemplaire. Donc merci Mickaël. Alors je propose qu'on passe sans plus attendre donc au cœur du sujet, au cœur de cet épisode, c'est la finance verte. La définition de la finance verte, quand on regarde dans un dictionnaire, ça nous dit en gros la finance verte peut être définie comme l'ensemble des opérations financières soutenant le développement durable, notamment en favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la définition en tout cas que nous donne la Banque de France en 2019. Pas mal de buzzwords, j'ai l'impression. Alors Mickaël, c'est quoi exactement la finance verte? Eh ben, commençons peut-être pour cette nouvelle saison par justement le fait que c'est un concept qui est peut-être pas aussi clairement défini que les concepts qu'on a évoqués dans la saison 1 jusqu'à maintenant, comme l'inflation ou le PIB, qui ont une histoire économique très lointaine, des définitions assez précises. La finance verte, c'est un concept déjà assez récent, bien évidemment, avec pas mal de buzzwords. C'est vrai que c'est un terme aussi à la mode, hein, c'est récent et c'est à la mode. Donc il y a finance, bien évidemment, donc des moyens de financer donc des opérations financières, on a même parlé de la bourse, mais bon, l'idée quand même, voilà, de financer des projets, des activités, etc. Et donc la couleur verte, donc sous-entendu des investissements qui auraient un impact positif sur l'environnement et la transition écologique, ou plus simplement, au moins qui n'empirent pas la situation par rapport à la destruction de la biodiversité ou par rapport à la trajectoire climatique sur laquelle on est engagé. Alors il y a pas longtemps, il y avait un des pontes d'une des grosses banques mondiales qui déclarait que globalement la finance et l'urgence climatique rien à voir quoi. En fait, il s'en foutait un peu, il avait l'air de dire que pour lui ça changeait absolument rien à sa vie et à ses investissements. Donc moi la question que je me pose, c'est est-ce que finalement c'est quelque chose de concret et avec des ambitions, ou est-ce qu'il y a des problèmes qui sont liés à cette notion de finance verte? Alors, on reviendra peut-être un peu plus tard sur la logique aussi du banquier et du lien entre le banquier et la finance verte qui peut effectivement poser question, et c'est ce que faisait effectivement Stuart Kirk de la banque HSBC, mais je pense qu'on en reparlera. Mais on peut déjà entrevoir le problème sur le fait que c'est un concept, finalement, la finance verte, c'est un concept assez fluide. Tout comme on a par exemple la finance bleue, hein, qui en général désigne des investissements liés aux océans et au transport maritime par exemple, ou bien la finance brune qui en opposition un peu à la finance verte serait la finance liée aux hydrocarbures, aux investissements liés aux énergies carbonées. Mais voilà, le problème avec la finance verte, c'est comment on définit vert. Est-ce qu'on parle d'un truc un peu neutre, mais neutre pour le climat, pour la planète, pour l'écologie? Est-ce que c'est une solution verte? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de consommer moins, mais de consommer toujours? Ou est-ce que c'est quelque chose qui contribue
plus activement à corriger la trajectoire climat, par exemple, en capturant du carbone ou en réhabilitant des biomes. Voilà, ça reste quand même un concept fluide et on verra du coup dans le détail que justement c'est un peu pourri de plein de choses et ça cache parfois des pratiques un petit peu discutables, pour faire un euphémisme. Alors, qui dit concept fluide dit forcément que tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde n'a pas la même définition. Donc, comment est-ce qu'on fait finalement pour savoir ce qui est vert et qui va, si possible, être une définition qui convient un peu au plus grand nombre? Et ça, c'est le frein numéro 1 aujourd'hui. Clairement, c'est qu'il n'y a pas de définition vraiment établie pour le vert. Et comme c'est un concept un peu fluide, je vais être un peu forcé du coup de donner quelques exemples, beaucoup d'exemples, mais jamais de vérité absolue. On est sur quelque chose qui est quand même en construction. Donc c'est le Far West. Personne n'est vraiment d'accord, selon aussi les enjeux, les intérêts, et puis aussi sur le mode de vie qu'on veut promouvoir pour justement faire cette transition verte. Et c'est un exemple un peu bête que j'emploie souvent. Qu'est-ce qui est par exemple le plus vert entre changer une voiture thermique par une voiture électrique ou le fait de passer d'une voiture thermique au vélo? Qu'est-ce qui est le plus vert entre finalement toujours consommer, mais avec quelque chose qui consomme un peu moins d'énergie ou qui est un peu moins émetteur de carbone, ou le fait justement de ne pas consommer du tout. Donc forcément, si déjà on n'est pas d'accord sur ce qui contribue plus directement ou moins directement à la transition écologique, ça pose déjà un premier problème. Mais plus concrètement sur la finance et ce qui peut être communément décrit dans la catégorie finance verte, déjà, on peut par exemple mesurer en équivalent tonnes CO2, en équivalent émissions en CO2. On regarde un petit peu, par exemple, l'entreprise qui est financée, on regarde son bilan carbone et on décide de voir si elle est plus ou moins vertueuse par rapport justement à ses émissions, ou en tout cas l'équivalent en émissions de tonnes de CO2. Ça permet d'avoir un critère. Ça peut être une façon de voir les choses. Une autre façon de regarder les choses, ça a beaucoup été dans la bulle, un petit peu dans la bulle européenne, ça a été beaucoup débattu, c'est ce qu'on appelle la taxonomie verte. La taxonomie européenne verte, qui est censée donc offrir finalement un nuancier de bonnes pratiques d'investissement sur les énergies qui vont permettre la transition écologique. Et ça avait d'ailleurs beaucoup décrié parce que certes il y avait des inputs scientifiques, mais c'est d'abord et avant tout un accord politique, donc issu d'un compromis. Et dans les énergies et dans les investissements à promouvoir, on y retrouve par exemple le gaz naturel et le nucléaire, et tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour dire que c'est là aussi où on voit, est-ce que c'est vert clair, vert foncé? Est-ce que le nucléaire, ça peut permettre de moins consommer d'hydrocarbures? Oui. Est-ce que le nucléaire finalement n'encourage pas à continuer à consommer? Peut-être aussi. Et puis il y a le problème des déchets nucléaires. Donc quand on regarde d'un angle, c'est une énergie verte, et quand on le regarde de l'autre angle, c'est peut-être une énergie de transition, mais c'est pas non plus la panacée par rapport à une énergie qui serait renouvelable et donc complètement neutre. Ce qui revient le plus régulièrement quand on parle de finance verte, c'est finalement les critères ESG. ESG pour l'environnement, le social et la gouvernance. Donc c'est une liste de critères sur lesquels dont se revendiquent certains investissements, certains produits financiers, et donc notamment les critères environnementaux, c'est ce qui mesure l'impact direct ou indirect de l'activité du produit ou de l'entreprise sur l'environnement. Donc typiquement, on revient un peu aux émissions de CO2 ou la consommation d'électricité, la sobriété par rapport à la consommation de carbone, etc. Mais c'est aussi associé du coup à d'autres critères comme des critères sociaux, donc de voir si l'entreprise sous-jacente respecte les droits humains, les droits LGBT, etc. Et puis des questions de gouvernance, donc savoir quelle est un petit peu la transparence vis-à-vis des actionnaires, est-ce qu'il y a une participation des employés, etc. Donc il y a je dirais le gros truc quand même qui marche en finance pour décrire ce qui pourrait être une partie de la finance verte, c'est finalement les critères ESG. Puis pour terminer sur un dernier exemple qui pourrait devenir aussi un peu normatif, c'est que la BCE a récemment annoncé qu'elle allait verdir une petite partie de sa politique monétaire. Je rentre pas dans le détail parce que c'est pas le sujet, mais le verdissement du coup de cette petite partie de la politique monétaire va dépendre d'un score climat qui va influer son programme. Et le score climat, on mettra la référence dans le billet qui accompagne ce podcast, va prendre en compte les émissions de CO2, l'ambition de la trajectoire de l'entreprise par rapport au climat et la transparence de son reporting. Ça, c'est les grands principes. Dans le détail, la BCE n'a pas encore dit grand-chose d'autre, mais puisque la BCE, c'est quand même une grosse machine assez normative, s'il lance quelque chose, ça risque effectivement de faire écho ailleurs, mais ça fait partie, Donc déjà,
tu vois, j'ai passé un peu de temps à décrire peut-être 4 façons de voir un peu la finance verte, qui se répondent pas forcément les unes les autres, il n'y a pas de standard particulier, et par ailleurs, il y a tout un tas de labels, d'agences de notation qui vont proposer des critères, c'est vraiment le Far West. Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a pas vraiment enfin, c'est un terme fluide finalement, comme tu le disais tout à l'heure, et du coup, on se retrouve avec un peu 50 Shades of Finance verte, et on sait pas trop en fait comment définir le concept de manière claire et tranchée. Mais du coup, comme il n'y a pas vraiment de définition et que c'est un concept fluide, est-ce que c'est un concept qui fonctionne en fait? On a envie de dire que ça devrait fonctionner et finalement encourager des investissements vers des choses un petit peu plus soutenables ou un petit peu plus vertueuses pour la planète. On aurait envie que ça marche. Jusqu'à maintenant, ça reste quand même un vœu pieux. Et c'est vrai qu'une grosse partie, sinon l'essentiel de la finance verte, c'est plutôt du greenwashing. Et c'est pas moi qui le dis, mais aussi finalement des journaux de droite ou même très libéraux, très pro-finance. The Economist, par exemple, dernièrement en 2021, a regardé les chiffres des 20 plus grands fonds d'investissement du monde qui se revendiquent des critères ESG, justement. Et en moyenne, chacun de ces fonds détient des investissements dans 17 des plus gros producteurs de combustibles fossiles. Oui, des BP, des Total, voilà, exactement. Et plus récemment, c'est le mois dernier, c'est Bloomberg, là aussi, pas une officine gauchiste. Non, pas vraiment. Qui a analysé les obligations liées aux critères ESG, donc, et elle a découvert que ces obligations étaient majoritairement liées à des cibles climatiques qui étaient soit faibles, soit inappropriées, ou soit déjà accomplies. Donc finalement, c'était une façon de se faire un petit coup de pub. Ouais. Et que ça a marché, finalement, ce marché, ça profite plutôt aux entreprises qu'à la planète. Ouais, super. Une des raisons de cette réalité d'ailleurs vient dans les critères ESG eux-mêmes qui sont un petit peu, c'est pas exactement que de la finance verte parce que ça t'aura pas échappé. Il y a E comme environnement, mais il y a aussi S et G. Et donc déjà, si tu investis dans un fonds ESG, t'as pas la garantie qu'il fasse du 100% E. Ouais, tu feras aussi un petit peu de S et de G. Voilà, bon, en sachant que si un investissement fait du bien pour la planète, mais qui fait aussi du bien pour les droits sociaux et la gouvernance, c'est pas mal. Mais pour être labellisé fonds ESG, déjà, t'es pas obligé de faire 100% de E. Tu peux faire du S et du G, mais t'es même pas obligé de faire 100% de ESG. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de fonds, c'est ce qu'on découvre. Pour avoir le label ESG, il suffit que 15 ou 20% de tes produits soient labellisés ESG, le reste étant égal par ailleurs, et ça suffit pour avoir finalement la labellisation. Donc même quand on investit dans du ESG, finalement il y a peut-être que 20% ou 15% du portefeuille qui est vraiment ESG, et ce qui n'empêche pas derrière d'avoir des investissements bruns ou finalement une finance plus représentative de ce qui nous a amené dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, il y avait un exemple dont tu voulais nous parler qui est justement plus près de chez nous, en l'occurrence. Nos auditrices et nos auditeurs seront peut-être pas passés à côté. Au printemps dernier, il y a eu ce scandale de Orpea, donc un réseau de maisons de retraite et d'EHPAD, suite à la sortie du livre Les Fossoyeurs, où en fait on découvrait que Orpea maltraitait les seniors qui étaient donc hébergés dans leur maison de retraite. Et alors tu vas me dire qu'est-ce que ça vient faire avec la finance verte, cette histoire de maison de retraite et de Orpea? C'est que le scandale Orpea vient notamment du fait que c'était un des investissements les plus vertueux sur les critères ESG. Alors déjà, ça montre d'une part qu'une maison de retraite puisse avoir un critère finance verte, ça paraît un peu dingue, mais ça vient en fait de la définition de dire que si finalement l'activité consomme pas trop en carbone, ça peut être considéré comme vert. Mais on parle pas d'une activité qui proactivement permet la transition écologique. On parle d'une activité qui n'est juste simplement pas liée directement à la consommation d'énergie carbonée et encore. Bon, mais là je m'égare un peu. C'est déjà la preuve aussi que ça prend en compte donc les critères sociaux et de gouvernance. Et en fait, Orpea était un cas d'école de l'exemple. C'est toujours dans le top 5 des meilleurs investissements ESG, en tout cas sur la partie plus franco-française. Elle avait le label ISR pour investissement socialement responsable, qui est un label français qui est un peu un équivalent franco-français des critères ESG. Et en fait, une des raisons pour laquelle cette entreprise était si bien notée du point de vue ESG, c'est parce que finalement cette labellisation et le travail des agences de notation pour vérifier un petit peu ces critères ESG se font pour l'essentiel sur la base du déclaratif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles vraiment prédéfinies, donc il n'y a pas besoin d'aller faire une inspection sur place et vérifier vraiment ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce qu'a révélé l'enquête du livre Les Fossoyeurs montrait que on n'était pas bon sur les critères SG du tout. Alors. Et peut-être pas tant que ça sur eux non plus, mais en fait, les petits malins de chez Orpea, quand ils faisaient leur rapport annuel, ce qui était publié en ligne aux investisseurs, bourrés de mots-clés
en disant oui, on fait ça bien, on est vertueux, et puis on a une telle trajectoire pour faire ça encore mieux l'année prochaine. Et en fait, pour une des méthodes pour les agences de notation qui ont les moyens qu'elles ont, qui vont pas aller faire des inspections sur site ou quoi que ce soit, ils utilisent des méthodes de big data. Ils vont prendre le rapport, ils regardent les mots-clés, et puis s'il y a suffisamment de fois le mot-clé, hop, ça passe, quoi. Okay, d'accord. C'est une des leçons aussi de ce truc-là, et qui a du coup, heureusement, conduit à une réflexion pour se dire, il faut réformer ce système-là, et que finalement, la base déclaratif, avec juste des mots-clés sur un rapport annuel, c'est peut-être un peu faiblard. Mais cette réforme, c'est pas gagné. Bercy évidemment doit annoncer un petit peu où cette réforme va aller, cette réforme du label ISR, mais il y a déjà plus de 1000 fonds qui sont labellisés ISR, et la réforme qui est proposée, qui devrait être un peu plus contraignante, va s'assurer quand même que les 1000 fonds qui ont déjà été labellisés devraient le rester. Donc, je peux craindre que la montagne accouche d'une souris. Et qu'on continue du coup à avoir beaucoup de greenwashing. Absolument. Donc le souci, tu le disais tout à l'heure, c'est que finalement c'est une démarche quand même très déclarative. Il n'y a pas vraiment de règles, et principalement parce qu'en fait le souci qu'on rencontre, c'est comment est-ce qu'on peut quantifier tout ça, comment est-ce qu'on peut mesurer justement cette verdeur, j'ai envie de dire, de la finance. C'est vrai que c'est le sujet. En plus, la finance depuis pas mal d'années, une vingtaine d'années, a adopté une approche très quantitative. Donc on va regarder les données, on va donner un petit peu l'illusion de la science comme ça avec une méthode un peu scientifique. Sauf que pour des critères climatiques, pour des catastrophes naturelles, des choses comme ça, finalement, on est sur une donne qui change. On peut pas prédire le futur en regardant le passé. Donc déjà, une approche du tout data pour la question climatique, elle est un peu compliquée, en tout cas en ce qui concerne le reporting. Et puis de toute manière, même si on adoptait une approche data-driven, pardonne mon franglais, piloté par les données, en bon François, non seulement on peut questionner la légitimité de regarder les données sur une question comme ça un petit peu exogène, mais en plus de ça, de toute façon, ces données n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de reporting, c'est pas encore tout à fait efficace. Et pour donner une anecdote toute récente, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais dans une réunion avec la BCE, qui regardait un petit peu les pratiques des agences de notation, justement sur les critères d'éligibilité finalement de finance verte ou de ESG. Et en fait, l'observation de la BCE, c'est de dire il y a des pratiques très très diverses, très variées, qui sont pas consistantes d'une agence de notation à l'autre. Il n'y a pas vraiment d'incentive finalement pour ces agences-là à étayer un risque qui de toute façon n'est pas pricé par le marché, c'est-à-dire que la pollution, la destruction de l'environnement, etc., c'est pas quelque chose qui est c'est considéré comme une externalité dans le monde économique, c'est comme ça qu'on l'appelle, et donc on n'est pas puni pour avoir exploité tout ça, donc finalement à quoi bon? Donc c'est pas pris en compte, et donc ça confirme un petit peu que c'est encore le Far West aussi de ce côté-là. Les agences de notation ont encore beaucoup de boulot. Après, c'est pas pour leur jeter la pierre jusqu'au bout. Elles auraient probablement besoin de plus de moyens, de plus de standards, et qui est quand même un petit peu de données, autre chose que du simple déclaratif, comme on l'a vu avec l'exemple Orpea. Mais alors du coup, est-ce que la finance peut vraiment être un moteur pour la transition verte ? Alors déjà, la finance, ce qu'il faut comprendre, c'est que la finance, dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, n'a pris que très très peu d'engagements sérieux pour le climat. C'est l'ONG Reclaim Finance, notamment, qui note que sur 53 banques, sur 53 des plus grosses banques assureurs et investisseurs de la place parisienne, il n'y en a finalement que 9 qui ont annoncé des mesures fortes pour sortir des énergies fossiles. L'autre souci, c'est que je le disais tout à l'heure, pour pouvoir avoir un peu un label ESG, il suffit de faire un petit peu de vert de la main gauche, mais on peut se permettre de continuer à faire beaucoup de fossiles de la main droite. Et en fait, c'est ce qui se passe pour beaucoup de banques. Tu vas avoir beaucoup de banques qui vont annoncer on va faire tel investissement dans un projet un peu vertueux, ou d'avoir peut-être un compte d'épargne verte, etc. Mais en fait, c'est une toute partie des activités, et c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque le reste des activités est, d'une part, historiquement, un produit financier, un investissement qu'une banque ou qu'un investisseur va faire, ça va être des investissements sur 3, 5, 10, 15, 20 ans, 50 ans. Et donc, il y a tout un stock d'investissements bruns, d'investissements liés aux hydrocarbures qui existe et qui va pas disparaître et qui est massif, mais aussi en termes de flux, c'est-à-dire que les nouveaux investissements, l'argent frais qui peut être mis sur des projets liés aux hydrocarbures, il est encore en fait super important de la part du monde de la finance. Et c'est parce que effectivement changer les pratiques c'est nécessaire, mais c'est pas forcément tout à fait rentable encore jusqu'à maintenant. Et puisque finalement le fait de polluer c'est pas un coût supplémentaire,
il n'y a pas vraiment d'intérêt en termes d'arbitrage pur pour un investisseur de ne pas le faire. Et d'ailleurs, la situation actuelle, avec notamment la guerre en Ukraine, montre voilà des prix historiquement élevés pour les hydrocarbures et une dépendance encore vachement importante sur le fait que du coup, ces investissements ils sont encore quand même vachement rentables, donc il y a vraiment pas d'incentive pour les banquiers d'en sortir. Et tu faisais référence à Stuart Kirk tout à l'heure, donc l'ancien chef, c'était vraiment le head of investment chez HSBC, qui est quand même une des plus grosses banques du monde, sur les investissements dits responsables. Alors, bon, je recommande à tous nos auditrices et à tous nos auditeurs de jeter une oreille à cette vidéo de Stuart Kirk. C'est pas long, ça dure 15 minutes, mais c'est une masterclass de cynisme. Alors, il a été viré depuis, peut-être plus pour avoir dit tout haut ce que les banquiers pensaient, plus que pour l'avoir pensé. C'est Jerry Maguire, en fait. Ouais, non, mais il y a de ça, et c'est à voir juste pour la masterclass. Même si je partage absolument rien de ces idées, ça montre un petit peu, voilà, la décomplexion, un petit peu, de ce milieu, où il expliquait en vrac que le risque climatique, c'est un risque, éventuellement s'il existe, qui va se matérialiser dans 10, 15, 20 ans, et que lui, la moyenne de ses investissements, c'est sur 6 ans, et puis il s'en débarrasse avant ça, donc il est sur le court-termisme et la recherche de profit à court terme, donc ça le concerne pas, c'est trop loin. Il considère aussi que finalement, comme beaucoup en finance, hein, c'est finalement une régularité, c'est de se dire finalement c'est dans les défis, dans les challenges que l'humanité se retrouve. Donc lui, il est plus sur l'adaptation que sur la lutte contre le réchauffement climatique. Il explique notamment que voilà, Amsterdam est une très belle ville et ils sont en dessous du niveau de la mer. Donc si un jour ça arrive à Miami, on s'en sortira très bien. Et puis surtout, il explique que s'il y a des gogos finalement pour croire au changement climatique, tant mieux pour lui, puisque comme c'est le chef des investissements responsables, ça lui fait du business en plus. Putain, oui, c'est cynisme to the max, quoi. Écoute, histoire de pas terminer sur du cynisme et sur du greenwashing, est-ce qu'il y a malgré tout, avec tout ça, un petit espoir qui subsiste? Alors c'est vrai que les traders, faut voir un petit peu quelle est leur mission. Hein. Ils sont pas tout à fait là pour anticiper l'avenir. Ils sont là un peu plus déjà pour anticiper ce que les autres vont faire. Donc il y a vraiment un effet moutonnier. C'est ce biais connu des économistes sous l'expression du concours de beauté. Oui, on en avait parlé. Oui. On en avait parlé. Donc je renvoie du coup nos auditeurs à l'épisode un des épisodes précédents. Mais peut-être s'il y a une petite lueur d'espoir, c'est que la finance va quand même devoir s'y mettre à un moment donné. C'est ce concept de la double matérialité. On a peut-être beaucoup parlé de ce que la finance pourrait faire pour le climat, avec une finance verte vertueuse, qui ne l'est pas du tout aujourd'hui. Mais on peut aussi se poser la réciproque. Qu'est-ce que le climat va faire pour la finance ou contre la finance? Et c'est quand même beaucoup théorisé aujourd'hui, c'est que le climat, c'est aussi un risque pour la finance. Évidemment, c'est pas qu'une opportunité, c'est aussi un risque. C'est un risque que certains investissements perdent de leur valeur parce que il y aura la montée du niveau de la mer et donc des investissements immobiliers ou à cause du réchauffement ne plus avoir la possibilité de faire marcher tel ou tel business. Donc il y a quand même un risque pour la finance de ce point de vue-là. L'autre risque pour la finance, c'est finalement le risque de transition. C'est que plus on va prendre en compte la pollution et un phase-out, finalement le fait de sortir des énergies des hydrocarbures, liés aux hydrocarbures, ces investissements-là vont probablement perdre beaucoup de valeur, et on sait qu'ils ont beaucoup de ces investissements-là sur leur bilan. Donc, en gros, ça c'est un des messages notamment qui était adressé par Mark Carney, qui était l'ancien président de la Banque d'Angleterre, dans un discours historique sur la tragédie des horizons. Le discours est de 2015, il était devant des banquiers de la Lloyds, et il expliquait, voilà, si vous occupez pas du climat, vous financiers, c'est le climat qui va s'occuper de vous. Donc il y a peut-être cet effet-là. Moi, le risque climatique m'inquiète beaucoup plus pour le reste de l'humanité que pour la finance elle-même. Mais la finance n'en est pas protégée, et donc elle va peut-être quand même devoir s'y mettre à marche forcée. Allez, comme d'habitude, on termine par des recommandations. On en parlait tout à l'heure, la vidéo de Stuart Kirk, donc ex-HSBC. On vous linkera bien évidemment ça dans le billet qui accompagne ce podcast. Et puis tu voulais aussi nous faire quelques autres recommandations vidéo et puis aussi des choses à lire. Oui, là en vrac, il y a un peu de tout. Ça dépend de ce que vous préférez. Si vous voulez en entendre un petit peu plus en vidéo, on va vous renvoyer vers le discours de Mark Carney, qui est quand même un discours historique important. J'ai fait aussi l'année dernière un live écho sur le sujet finance-climat qui, j'espère, n'a pas trop mal vieilli.
Tu as évoqué la vidéo de Stuart Kirk aussi dans ce qui est à voir. Je vous déconseille en revanche les vidéos React à Stuart Kirk parce que il y a beaucoup de gens qui dénoncent la mafia ESG comme les conservateurs finalement dénoncent les woke. Ah, chouette. Donc c'est vraiment épargnez-vous ça. Si vous voulez plutôt lire des choses que passer sur du format vidéo, je peux vous recommander, je pense qu'on l'a déjà fait sur ce podcast, le site web The Other Economy qui a pas mal de fiches sur les sujets économiques en général, mais qui parle aussi du rôle de la finance et de son verdissement. The Other Economy qu'on peut lire en français aussi d'ailleurs, je le précise pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. Oui, par ailleurs, c'est essentiellement un site en français, même si le nom, tu fais bien de confusion. Ouais, tout à fait, absolument. Un autre lien qui est dispo et en français et en anglais, ça nous vient de l'Institut Veblen. C'est une de leurs dernières notes, une très longue note d'ailleurs, très complète, à laquelle j'ai eu l'honneur de contribuer, avec d'autres économistes comme Jésabel Coupé-Soubeyran, que j'ai déjà cité aussi régulièrement. Donc une note sur le verdissement de la régulation financière, c'est-à-dire que peut-être un des espoirs pour que les banquiers s'y mettent, c'est peut-être aussi la régulation, et donc comment verdir la régulation financière. C'est donc disponible chez nos amis de l'Institut Veblen. Si vous êtes, comme certains aussi, à vous demander quels seraient les bons investissements verts, alors essentiellement il y en a pas beaucoup, voire très très peu. La finance verte pour l'instant c'est quand même beaucoup de greenwashing, mais il y a l'UFC Que Choisir dans leur magazine de cet été qui ont publié un long dossier sur finalement quels sont les rares fonds verts qui font un petit peu de choses intéressantes pour le climat. Donc si vous avez de l'argent à placer, ça vaut peut-être le coup de jeter un œil à ce magazine qui est sorti cet été. Et puis, si vous voulez vous engager un petit peu plus sur ces questions-là, tout en lisant et en ayant des contenus, mais peut-être aussi en signant des pétitions ou en essayant de prendre un petit peu l'action, je peux vous renvoyer vers les ONG que sont Banktrack, cette fois-ci donc du côté des Néerlandais, qui est une ONG, c'est un petit peu l'équivalent européen de Reclaim Finance, qui elle est une ONG française, qui regarde régulièrement finalement le bilan carbone des banques et leurs investissements, et qui régulièrement nous montre que finalement la quantité d'investissement dans la finance brune augmente chez nos banques, donc c'est quand même inquiétant, mais ils ont un rôle de vigie absolument essentiel. Puis il y a aussi Finance Watch qui fait un travail salutaire sur les questions, sur le fait de remettre la finance au service des citoyens de manière générale, mais qui du coup se met de plus en plus aussi à regarder les problèmes de greenwashing. Et c'est la fin de ce 7e épisode de l'Econocast. On est bien content d'être de retour et on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la finance verte. On se retrouve, si tout va bien, dans 2 semaines, voire dans un mois, peut-être ça va dépendre un petit peu de notre planning, pour un 8e épisode. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir discuter avec nous dans le forum geekzone.fr. N'hésitez pas à nous alpaguer aussi sur Twitter. On vous relinkera toutes les choses qui vont bien, les comptes Twitter de Michael Vincent notamment, et les liens vers les recommandations vidéo et les recommandations de lecture dans le billet qui accompagne ce podcast. Merci encore Michael pour ta participation et à bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous, et merci à toi Faskill. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez aussi lire un petit peu sur ce sujet et sur d'autres, il y a des livres à gagner, oui. Donc n'hésitez pas à participer à ce concours. Et puis c'est vrai que je tweete régulièrement sur la finance verte, donc n'hésitez pas à jeter un œil à mon Twitter. Un podcast signé Faskill. Faskill.com. Les Clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'1 heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theory crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers. Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he is my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted.